Bien, donc pour parler de fiscalité, en réalité, il faut prendre en compte le fait que nous connaissons une triple crise majeure en France aujourd'hui, une crise de compétitivité. Nous avons un secteur productif extrêmement affaibli. Nous avons perdu un tiers de nos parts de marché à l'exportation depuis 1998. Nous avons d'ailleurs non seulement perdu un tiers de nos parts de marché à l'export au plan mondial, source statistique de l'OCDE, mais nous avons perdu un quart de nos parts de marché mesurées en proportion des exportations françaises dans les exportations de la zone euro. C'est-à-dire que là, l'euro en tant que tel n'affecte pas notre performance et ce qui ressort, c'est simplement un affaiblissement terrible de l'offre française qui se traduit aussi par le fait que nous avons perdu 15% d'entreprises exportatrices. Aujourd'hui, il n'y a plus que 90 000 entreprises exportatrices en France sur 3 millions. Alors qu'en Allemagne, nous en avons 250 000, ce qui n'est évidemment pas en rapport avec les PIB, puisque le PIB français fait 3/4 du PIB allemand. Donc si nous avions des entreprises exportatrices en correspondance avec ce qu'on a en Allemagne, on devrait avoir au moins 150 000 à 180 000 entreprises exportatrices, c'est-à-dire à peu près le double de ce que nous avons. Donc il y a un effondrement spécifique du secteur productif en France. Le deuxième élément, c'est que nous traversons une crise de compétitivité fiscale. C'est un sujet complexe qui est peu compris, mais de mon point de vue, la compétitivité fiscale de la France est un problème bien plus grave que la compétitivité par les coûts, les prix de production qui nous vient des pays à bas salaire. C'est-à-dire que je crains plus la compétition fiscale venant de Pologne ou d'Irlande, voire maintenant de l'Allemagne, puisqu'on y reviendra, mais le point fondamental, c'est qu'en 2007, l'Allemagne a rejoint le camp des pays qui font de la compétition fiscale. Et donc, la compétition fiscale à l'intérieur de l'Union européenne est devenue d'une violence extrême. Et la France, aujourd'hui, c'est un pays qui a les taux de fiscalité les plus élevés. Alors, il faut comprendre que ce qui est essentiel sur la compétitivité fiscale, ça ne porte pas sur la totalité des impôts et des charges. Du point de vue d'un investisseur qui est basé à Atlanta ou à Osaka ou à Shanghai, ce qui est important, ce n'est pas le poids des cotisations sociales ni la CSG. Ce qui est important, ce sont les 4 impôts clés qui affectent la mobilité des facteurs de production dits les plus mobiles. Ce qu'on appelle les facteurs de production mobiles, c'est le capital, ce sont les entreprises et puis surtout, ce sont les compétences de haut niveau qui peuvent aller s'établir en Angleterre, en Allemagne, en Espagne ou ailleurs, ou à Bruxelles. Et donc, si on mesure la compétitivité qui affecte, et les éléments qui affectent la mobilité de ces facteurs de production, il y en a 4. Il y a la fiscalité de l'épargne, le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu, le taux d'impôt sur les sociétés et l'impôt sur la fortune. Or, sur ce chapitre-là, nous sommes maintenant le seul pays à avoir un impôt sur la fortune, et pour les 3 autres sources d'imposition, nous avons des taux d'imposition qui sont 1,5 fois à 2 fois plus élevés que celles des pays compétiteurs. Donc nous avons aujourd'hui une très mauvaise compétitivité fiscale et c'est catastrophique. Je déjeunais récemment avec le directeur France de Google qui me disait que si le taux d'IS, et Google est basé en Irlande, dont le taux d'IS est à 12,5, et il me disait si la France mettait un taux d'IS à 15, on basculerait de l'Irlande à la France. Donc c'est un point absolument décisif qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on ne fait plus de la fiscalité en chambre, on doit faire de la fiscalité comparative et il faut veiller à être absolument compétitif sur le plan de cette fiscalité. Et le troisième problème majeur que nous avons, c'est évidemment une crise de finances publiques absolument fondamentale. L'ampleur de notre déficit est historique. Le déficit public français est de 6 points de PIB. Déficit structurel de 6 points de PIB. Le niveau de déficit comptable annoncé pour l'année 2010 est de 7 points de PIB, mais le déficit structurel, c'est-à-dire le niveau de déficit que nous garderons si la croissance revient à son potentiel, qui malheureusement en France aujourd'hui, le potentiel de croissance est tombé à un niveau très bas, il est autour de 1,5, 1,6, et même si on faisait 3 ans de croissance à 1,5, 1,6, on continuerait d'avoir un déficit public de 6 points de PIB, ce qui est totalement inacceptable, et donc il va falloir réduire massivement le niveau du déficit dans les 3 à 4 prochaines années. Et justement, j'ai essayé de construire une proposition d'un nouveau système fiscal qui permettrait de résoudre ces 3 problèmes simultanément. Alors on pourrait dire, mais
insensé déjà dans un pays où le simple fait de bouger un curseur fait hurler tout le monde et descendre dans la rue. Et justement, j'avais dirigé en 2005 au Conseil d'analyse économique une étude sur laquelle avaient travaillé 30 économistes pendant un an. J'avais bénéficié des apports de la Commission européenne, de l'OCDE et surtout, dans le cadre du CAE et avec l'appui du Premier ministre de l'époque, j'avais eu l'appui des bureaux fiscaux de Bercy et puis de l'INSEE qui possède des capacités de modélisation significatives sur les questions de fiscalité. Et donc, sur la base de ce travail, j'avais déjà pu démontrer qu'en réalité, paradoxalement, c'est paradoxal quand on ne connaît pas le sujet, c'est en fait plus simple de changer la structure de la fiscalité en bougeant 7 ou 8 paramètres d'un coup, plutôt qu'un seul. Pourquoi? Parce que si vous bougez qu'un seul paramètre, c'est-à-dire si vous bougez le taux marginal de l'impôt sur le revenu, eh bien, il y a des bénéficiaires et il y a des perdants. Si vous bougez le taux de TVA, il y a des bénéficiaires et des perdants. Mais si vous bougez 5-6 impôts en même temps, eh bien, vous serez perdant sur certains impôts, mais gagnant sur d'autres. Et donc, grâce notamment au modèle dont dispose l'INSEE, on peut faire des simulations centile par centile de revenus et voir l'effet que produit une modification de plusieurs séries d'impôts. Et donc, comment et vers quelle fiscalité devrait-on aller? Justement, si on prend en compte le fait que nous avons besoin de recettes fiscales pour réduire le poids de ce déficit, il faudra bien sûr, et c'est ce que je fais dans le livre, inscrire cette réforme fiscale dans un plan d'ensemble visant à réduire massivement le déficit par la baisse de la dépense publique, un meilleur contrôle de la dépense publique. L'objectif, c'est d'arriver à ce que la croissance de la dépense publique tombe à la moitié de la croissance du PIB. Personne ne parle de couper dans la dépense publique, mais déjà arriver à ramener la dépense publique, la croissance de la dépense publique à la moitié du PIB, ça serait une révolution majeure. Il faut se souvenir que dans les 20 dernières années, la croissance de la dépense publique a été double de celle du PIB. Donc c'est déjà une révolution majeure. Il faut rappeler d'ailleurs qu'au sein de la dépense publique, qui fait 56 points de PIB, le poids de la protection sociale, c'est 34 points de PIB. Aujourd'hui, le poids de retraite, c'est 14 points de PIB. Et la part publique du budget santé, c'est 8. Donc, une réforme de la dépense publique en France, c'est d'abord une réforme des retraites santé. On a fait une première réforme à l'automne dernier du régime de retraite. Il faudra aller plus loin. Évidemment, ce qui bloque aujourd'hui les partenaires sociaux pour aller plus loin, c'est évidemment le fait que les taux d'emploi sont faibles après 55 ans. C'est pour ça qu'il faut reconstruire le système productif. Et donc, ça passe par un maillage des territoires, par un développement massif des PME. Les PME françaises aujourd'hui font face à un plafond de verre. Elles ont du mal à passer au-delà de 70 employés. Et il faut construire une politique qui pousse les patrons qui ont 50 employés à se dire « je vais monter à 200 parce que c'est mon intérêt, c'est l'intérêt de mon entreprise ». Alors, si on veut régler, à supposer donc qu'on ait mis en place cette politique de finances publiques qui vise à contrôler la dépense, si donc on veut régler la question du déficit, et il faut la régler en 3 ans, pour l'essentiel, c'est-à-dire il faut tomber à moins de 2 points de déficit en 3 ans, ce qui est possible techniquement. Il faut faire une réforme fiscale qui consiste à abaisser massivement les taux de fiscalité, puisque nous sommes en compétition avec les autres pays européens, et à élargir massivement les bases de la fiscalité. Donc c'est ce qu'il faut faire à la fois pour l'impôt sur les sociétés et pour l'impôt sur le revenu des ménages. Donc ça, c'est le point fondamental, ce qui conduira par exemple à privilégier les 2 impôts qui sont, sur le plan économique, les plus intelligents parce que ce sont les plus neutres en termes de décision économique, ce sont la CSG et la TVA. Et puis, parallèlement, de faire une réforme complète de l'impôt sur le revenu pour le ramener à un impôt avec 3 taux. Un taux à 0 jusqu'à 7 500 € par part, un taux à 15% entre 7 500 et 60 000 € par part, et un taux de 30% au-delà de 60 000 € par part, ce qui nous ramènerait le taux marginal donc, de l'impôt sur le revenu à 30%, qui est dans la moyenne européenne, et qui referait de la France un pays compétitif. Mais la contrepartie, c'est de donner à l'impôt sur le revenu la même base que la CSG, c'est-à-dire ce qui entraîne la quasi-suppression de toutes les niches fiscales. Néanmoins, je garde bien sûr le système du quotient familial. Je garde 2 incitations pour les investissements en actions, puisque c'est cohérent avec la nécessité de reconstruction du système productif.
Et puis, je mets en place, je renforce la prime pour l'emploi. Pourquoi? Ça, c'est une réforme qui vient de la réflexion sur la TVA. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un débat dans toute l'Europe sur la question de la TVA. La TVA, c'est un impôt extrêmement intelligent qui frappe la production uniquement à hauteur de la valeur ajoutée. Et donc, cet impôt a été d'ailleurs repris dans le monde entier, c'est une invention française à l'origine, mais depuis une quinzaine d'années en France, il y a un débat stupide qui s'est mis en place et qui conduit à considérer que la TVA est un impôt injuste parce qu'il frappe tout le monde de la même façon. Alors on entend des considérations d'une stupidité sans nom, du type ceux qui consomment payent la TVA et ceux qui épargnent ne la payent pas, comme si ceux qui épargnent, ce n'était pas pour un jour consommé. Et par ailleurs, on dit que les pauvres, entre guillemets, paieraient plus de TVA que les riches, ce qui est faux puisqu'on a mis en place une TVA réduite, mais surtout des travaux qui sont menés en Angleterre dans le cadre de l'Institut des affaires fiscales, avec des travaux qui ont été publiés à l'automne dernier sous le contrôle d'un prix Nobel britannique, et des travaux qui sont en cours en Allemagne, montrent que la plupart des pays européens reviennent vers un taux de TVA moyen très élevé s'appliquant à tout, un taux réduit qui ne touche qu'un nombre extrêmement limité de produits. Et donc il faudrait aller à terme, si on observe ce qui se passe au plan européen, vers un taux de TVA qui pourrait monter, d'ailleurs pas forcément en une seule fois, mais qui pourrait monter à 21% dans un premier temps et peut-être 23% dans un second temps, et un taux minimal qui serait à 7%. Et ce que disent les gens qui travaillent sur la question de la TVA, c'est si le fait d'avoir une TVA relativement élevée produit un effet nocif sur la répartition des revenus après impôt, à ce moment-là, il faut coupler la TVA avec des allocations directement versées aux ménages ayant les revenus les plus faibles, ce qui me conduit à augmenter le poids de la PPE et donc la prime pour l'emploi en la mensualisant, comme l'avait d'ailleurs proposé Hirsch, qui était l'ancien commissaire qui traitait des questions de répartition. Et donc, on pourrait avoir une TVA augmentée accompagnée d'une augmentation de la PPE. Donc, en s'appuyant sur la CSG et la TVA, en faisant une réforme de l'impôt sur le revenu qui serait à 3 tranches, dont une à 0, ce qui, au passage, si vous prenez 3 parts, comme vous êtes à 0 jusqu'à 7 500 euros par part, 3 parts c'est 22 500 euros, ça veut dire que vous ne commencez à payer l'impôt sur le revenu qu'au-delà de 22 500 euros pour un ménage de 2 adultes, 2 enfants. Et surtout, ça veut dire que vous ne payez le taux d'imposition de 30% qu'au-delà de 180 000 euros par ménage. Et donc, ça veut dire que 99% des Français se retrouvent avec un taux marginal d'impôt sur le revenu à 15, ce qui serait extrêmement compétitif. Mais comme on a fortement élargi les bases, ce nouvel impôt rapporterait plus que l'impôt actuel. Alors, le dernier volet décisif, c'est que justement, mon obsession, c'est de reconstruire notre secteur productif. Et pour bien comprendre ce qu'il faut mettre en place, il faut avoir en tête une donnée clé. Sur les 25 ans se terminant en 2007, l'économie française a créé 2 400 000 emplois. Mais durant la même période, les entreprises de plus de 250 personnes ont détruit 400 000 emplois. Ce qui veut donc dire que les entreprises de moins de 250 personnes ont créé 2,8 millions d'emplois. En fait, 2,4 millions en net ou 2,5 millions. Et donc, 400 000 suppressions. Donc, c'est entre 2,8 et 2,9 qui ont été créées par les entreprises de moins de 250. Donc, en réalité, si on fait des comparaisons internationales sur le taux d'activité en France, nous avons aujourd'hui sur le territoire métropolitain 62,5 millions d'habitants et si on compare à population donnée avec les taux d'activité en Allemagne et en Angleterre, on devrait avoir 3 millions de personnes de plus qui travaillent. On imagine bien que ça aura un impact massif sur les recettes fiscales, ça réduirait les dépenses et surtout ça mettrait du baume dans les banlieues. Donc ces 3 millions ne peuvent venir que du développement des PME. En fait, le point fondamental, c'est comment les PME de 30 à 40 passent à 150, 200, 250. Et là, on est au cœur d'ailleurs des contradictions françaises. Je le dis très rapidement, mais je pourrais le développer une autre fois. La France, centralisée avec les 500 énarques qui dirigent le pays,
adorent les grands projets. Si on leur dit comment faire passer une boîte de 30 000 à 200 000, ils adorent, évidemment, parce qu'ils vont faire du mécano. Maintenant, si on leur dit le problème français, c'est que 10 000 à 15 000 chefs d'entreprise à Bac-5, de leur point de vue, doivent faire passer leur entreprise de 50 à 250 personnes, ils n'ont pas de rôle là-dedans. Et évidemment, c'est choquant pour eux, d'autant plus que les 500 en question deviennent au service de ces types qui sont à Bac-5, donc c'est inconcevable. Et donc, évidemment, ça apparaît simple sur le plan politique, sur le plan technique, mais sur le plan politique, c'est une vraie révolution de centrer sur le développement de l'économie française sur les PME. Mais si on accepte avec humilité que aujourd'hui, il y a 150 000 entreprises en France qui sont autour de 50 employés, à plus ou moins 30. Donc, si vous prenez ces 150 000 entreprises et que 15 000 d'entre elles créent 200 emplois, vous avez les 3 millions. Donc, ça veut dire que l'enjeu français, ce n'est pas de faire en sorte que parmi les 500 grands savants qui nous dirigent, il y ait 15 prix Nobel. L'enjeu français, c'est que sur les 150 000 patrons de 50 personnes, il y en ait 1 sur 10 qui ait envie de pousser sa boîte et créer de 150 à 200 emplois dans les 5-7 prochaines années. Et donc, il faut avoir en tête que toute la réforme fiscale doit être construite en faveur du capitalisme familial, puisque 99,99% de ces boîtes, c'est du capitalisme familial. Donc, je résume et je conclus. Si vous voulez développer le capitalisme familial et les PME, et que vous êtes le seul pays d'Europe à avoir l'ISF, que vous avez le taux marginal de l'impôt sur les revenus le plus élevé, que vous avez aujourd'hui, depuis 2008, le taux d'IS, impôt sur les sociétés, le plus élevé d'Europe. Vous avez toutes les conditions réunies pour tuer tout développement économique. Et donc, sur l'IS, eh bien, je propose de le remettre au niveau européen, avec un taux d'IS à 15% sur les bénéfices mis en réserve et 23% sur les bénéfices distribués, ce qui nous remettrait totalement dans la norme européenne, mais ça pourrait passer par un élargissement des bases. Alors il faut bien comprendre que cet élargissement des bases, lui aussi, n'est pas neutre, parce que pour les PME, elles sont déjà à une base élargie. Les seules qui ont des bases extrêmement réduites, ce sont les grandes entreprises internationalisées. Donc d'une certaine façon, un taux d'IS fortement réduit, mais avec une base d'IS augmentée, c'est très favorable aux PME et moins favorable aux entreprises internationalisées. Il se trouve que Total, qui a des niveaux de rentabilité que je suis content pour les actionnaires de Total et pour cette entreprise. Total doit gagner 10 milliards d'euros par an, mais Total ne paie quasiment pas d'impôts en France. Personnellement, je trouve que c'est inacceptable et donc Total paie 2 à 3 milliards d'euros en France, ça ne me choquerait pas. Et à ce moment-là, ça permettrait que la PME de Périgueux paie un peu moins d'impôts qu'aujourd'hui pour lui permettre de passer de 50 à 200 personnes. Et donc, sur cette base-là, ça permet de reconstruire le système productif. Alors, dernier point en direction de la reconstruction du système productif. L'idée, c'est que l'augmentation de la CSG et la TVA ne servent pas principalement à réduire le déficit public, même si le déficit public, du point de vue de la hausse de la fiscalité dans le modèle que je présente, baisserait d'un point de PIB. Donc la plus grande partie de la baisse de la fiscalité, de la baisse du déficit vient de la baisse de la dépense. Mais si on allait dans cette direction, eh bien, avec cette hausse de CSG et de TVA, je finance la suppression de la cotisation sociale de 5,4% payée par les entreprises au bénéfice de la politique familiale. Il n'y a aucune raison que les entreprises payent la politique familiale. Et donc, il faut basculer cette cotisation sociale sur un financement CSG-TVA. Et donc, ça permet de mettre en place une politique cohérente qui est favorable au développement des entreprises, qui redonne à la France une compétitivité fiscale qui fasse que nous redevenions un pays attractif et qui permette à nouveau à notre secteur productif de se développer rapidement. Merci.